Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Nous allons vous présenter les différentes séries là, pour ces finales de conférence des playoffs NBA saison 2022. Le petit rappel du format pour les non-initiés. Les finales de conférence en NBA se déroulent sous ce format. On a une série dans la conférence Est, celle dont on va vous parler aujourd'hui, et une série dans la conférence Ouest. La première équipe de chacune de ces séries qui remporte 4 matchs est déclarée champion de sa conférence et obtient surtout son ticket pour les NBA Finals. Dans chaque podcast, 2 membres de la team The Free Agent vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces 2 séries afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des confrontations qui auront lieu là en milieu de semaine. Pour cet épisode, on va avoir la chance de passer les 20 prochaines minutes ou plus, on verra, avec PH. Salut PH. Salut Chris, bonjour à tous. Je sais pas si c'est une chance que je sois là, mais en tout cas, j'essaierai de donner le maximum pour donner des bonnes analyses et vous faire passer un moment agréable dans notre compagnie. Bon, je pense, on a déjà fait 2 previews ensemble, premier tour, second tour, on n'a pas eu de plainte, donc je pense qu'on est une équipe rodée, donc on va essayer d'être sur la même lignée pour ce podcast. Et nous, on va vous parler donc de la conférence Est et de cette finale de conférence qui s'annonce entre le Heat de Miami et les Celtics de Boston. On va faire ça comme on avait fait pour les previews précédentes en 3 parties. La première partie qu'on va démarrer dans quelques secondes, on va faire un petit retour rapide sur les sur les qualifications dans les 2 tours précédents de ces 2 équipes, premier tour et demi-finale de conf. Ensuite, on fera une petite partie, une deuxième partie axée sur les forces et faiblesses de chaque franchise dans cette match-up, dans cette confrontation à venir. Et on terminera évidemment par le plus important, notre pronostic pour que vous ayez, voilà, allez mettre une petite pièce sur notre prono. Alors, une petite, parce qu'on n'est pas les meilleurs là-dessus. Avant tout ça, on va attaquer. On va faire un petit retour en arrière, si tu veux bien, PH, sur Boston et sur Miami. Comment elles en sont arrivées là, dans ces finales de conférence? Tu veux parler de quelle équipe, toi, pour ce petit retour déjà? Et je vais commencer par l'équipe que j'ai le plus vue sur ces playoffs, c'est-à-dire les Boston Celtics. Donc voilà, on a tous en tête ce premier tour contre les Nets où ils ont sweepé la bande à KD de manière un peu surprenante. Pas série, mais plus au début, on ne s'attendait pas à un tel écart. Voilà, un collectif qui a extrêmement bien marché et qui est resté dans la lignée de sa fin de saison. Euh, des remplaçants extrêmement efficaces aussi, et ils se sont qualifiés tranquillement. Mais en demi-finale de conf, et c'est ça qui nous a intéressé récemment, ils ont fait face aux Milwaukee Bucks, et on savait que ça a été une opposition tout autre. Euh, on s'attendait à une série serrée, on l'a eu, puisqu'elle a été jusqu'au match 7 qui a eu lieu hier soir. Et ça a été une super série. Moi, je le redis, je l'ai dit dans Overview tout à l'heure, c'était la plus belle série de ce deuxième tour. On a eu des matchs à rebondissement, des matchs serrés, les équipes qui s'échangeaient les wins. Et finalement, Boston a vraiment fait preuve comment dire, ils ont vraiment réussi à finir la série en patron à domicile, alors qu'ils avaient quand même une grosse équipe en face. Ils ont, à l'instar de KD au premier tour, réussi à gêner Giannis, pas tant dans sa production, mais plus sur l'impact global qu'il aurait sur le jeu des Bucks. Donc ça, ils s'en sont très bien sortis. Les remplaçants étaient excellents. On a tous en tête le match de Grant Williams hier, le match de Peyton Pritchard aussi qui a pris feu et qui s'est complètement lâché en fin de match. Des retours de Robert Williams notamment. Enfin, c'est vraiment une équipe qui a impressionné depuis le début de ces playoffs parce qu'il faut quand même sortir et Brooklyn et Milwaukee coup sur coup. Donc là, ils arrivent face à Miami qui était la meilleure équipe de l'Est. Donc voilà, ils arrivent plein de confiance sur de leur force, bien coachés. Donc voilà, voilà où on en est pour les Boston Celtics. Ouais, ouais, ouais. Il faut se rappeler du début de saison de Boston qui était quand même vraiment pas bon. Ils étaient sur un bilan, ils ont eu un bilan de 23 victoires et 24 défaites. On se posait beaucoup de questions sur cette équipe, sur l'arrivée d'Ime Udoka dans le coaching. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans la preview. Et on a une saison 2022, année civile, donc, qui a vraiment été incroyable, là, qui se traduit évidemment par cette qualification en finale, comme tu l'as dit. Donc, c'est la 4e finale de conférence pour Boston sur les 6 dernières années.
Donc voilà, il y a une sorte de continuité quand même dans le projet Boston, mais là avec peut-être un petit supplément, mais on en parlera certainement dans la deuxième partie. Pour ma part, je vais m'attarder rapidement sur le Miami Heat, l'équipe de Floride, qui a eu un premier tour plutôt simple en battant les Hawks d'Atlanta, donc 4 victoires à 1, avec une difficulté principale pour Miami, c'était de bloquer Trae Young. Alors difficulté assez rapidement résolue pour l'équipe d'Eris Spoelstra, hein. On a eu un Trae Young assez catastrophique, assez calamiteux dans ces playoffs. Victoire plutôt simple, plutôt rapide, plutôt aisée pour cette équipe du 8 dans un premier tour qui a servi entre guillemets d'échauffement. C'est pas pour porter disrespect à cette équipe des Hawks, mais voilà, on voyait très bien que le niveau n'était pas le même. Deuxième tour contre les Philadelphia 76ers, victoire 4 victoires à 2, avec un début de série où il y avait l'absence de Joel Embiid, donc qui permettait évidemment à Miami de pouvoir démarrer de façon peut-être un petit peu plus tranquillement ce second tour. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont fait le boulot. À Philadelphie, ça a été un petit peu plus compliqué. Le retour de Joel Embiid, alors je pense que l'un va avec l'autre évidemment, mais une adresse assez catastrophique dans ces matchs 3 et 4. On en reparlera certainement. Mais voilà, un match 3 et 4 très très compliqué pour Miami, ça peut être une limite, on verra contre Boston. Mais voilà, le 8 a su se ressaisir et a terminé le travail. Victoire 4-2 contre les Sixers et donc qualification. Ils sont qualifiés depuis jeudi soir de la semaine dernière. Donc ils ont un petit peu plus de récupération. Ça peut être aussi un impact à prendre en compte pour la série, pour en tout cas le début de la série à venir. Donc une équipe du 8 qui est plutôt déroulée, une adversité plus ou moins faible. Donc là, ils vont affronter un autre calibre. Donc à voir comment ils vont s'en sortir. Miami qui termine quand même le premier de la conférence Est à l'issue de la saison régulière. Donc ils ont montré qu'ils avaient les armes pour évidemment être là. Et c'est pas non plus nécessairement une très grande surprise de les voir qualifiés donc, pour ces finales de conférence. Voilà pour le petit tour de ces deux franchises sur les deux rounds précédents. On va s'attarder un petit peu plus maintenant donc, sur ce match-up et sur cette confrontation à proprement parler entre les deux équipes, les forces et faiblesses pour Boston et pour Miami. Je te redonne la main, PH, de ton côté. Sur quoi tu veux cibler un petit peu déjà ton analyse? Eh ben, comme toute grande série, on a des duels à tous les étages. On le dit quasiment à chaque fois, mais plus on avance vers les finales, plus c'est le cas. Moi, ce qui va particulièrement m'intéresser sur cette série, c'est le duel à l'intérieur. J'avais déjà mis ce secteur du jeu dans une autre série, il me semble. Mais là, ça va vraiment être intéressant parce qu'on a deux intérieurs dominants sur ces playoffs. On a Bam Adebayo du côté du 8 qui a martyrisé les raquettes des Hawks et la raquette des Hawks et la raquette des Sixers, coup sur coup, même si avec le retour d'Embiid, c'était moins flagrant, du moins dans l'apport statistique, même si ça restait proche du 20-10. Et puis en face, on a Alors Ford qui a trouvé la fontaine de jouvence longtemps cherchée par les explorateurs, qui vraiment est à un niveau absolument dément sur ses playoffs. Enfin, c'est un des joueurs qui m'a le plus fait plaisir depuis le début de ses playoffs. Euh, il est assez incroyable parce qu'il faut quand même préciser qu'Alor Ford, il va avoir 36 ans. Il est encore extrêmement mobile. Il reste un joueur qui peut mettre dedans de loin, sous le cercle, qui défend encore extrêmement bien. On l'a vu face aux Bucks, on l'a vu face aux Nets, qu'il était vraiment très bon encore latéralement, qu'il pouvait bien coller au ballon et être dur au mal. Donc ouais, l'affrontement des deux me fait vraiment saliver. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va s'échanger les amabilités pendant la série, qu'il n'y en a pas forcément un qui va dominer l'autre, je pense. Enfin, du moins, je l'espère. Sinon, ça peut clairement être un facteur qui fait pencher la balance pour l'équipe du joueur concerné. Et sans oublier aussi, parce qu'on parle des titulaires, mais il y a aussi les remplaçants, Dwayne Dedmon au Heat, qui est un profil de joueur très dur, assez mobile aussi, bon en défense et rebondeur qui peut faire un chantier en sortie de banc. Et puis en face, on a des joueurs comme Grant Williams, Robert Williams,
qui sont aussi extrêmement performants aussi dans le secteur défensif. Donc, de toute façon, on sait que c'est une série qui sent bon les barbelés et qui sent bon la défense. Donc, le secteur intérieur, que ce soit titulaire et remplaçant, va particulièrement retenir mon attention. Voilà. C'est très complet, c'est parfait une nouvelle fois. Donc oui, oui, ça va être évidemment un point majeur dans cette série, voir comment les coachs aussi vont s'ajuster. Ça, c'est de toute façon évident dans chaque série, mais plus on s'approche du but, plus on a des joueurs avec un niveau incroyable qui savent switcher, qui savent changer. Et c'est vrai que ça va être très intéressant à suivre. Et pour aller dans cette logique-là, moi, le point que je vais un petit peu aborder, c'est plus global, c'est sur cet effectif de Miami, cette profondeur même de l'effectif de Miami. Je vais vous donner quelques noms. Alors, ils n'ont pas tous le même impact, ils n'ont pas tous le même nombre de minutes aussi, évidemment, que ce soit en saison régulière ou en playoff, mais il y a une profondeur qui est vraiment intéressante du côté de l'équipe d'Eric Spoelstra. Alors, évidemment, on a des joueurs stars, on a du Jimmy Butler, mais ça, pas besoin de vous le citer, du Victor Oladipo, du Bam Adebayo, du PJ Tucker, qui a fait des belles choses dans le tour dernier. On a du Gabe Vincent, on a du Dwight Diamond en sortie de banc, qui est vraiment intéressant. On a d'autres joueurs aussi, alors qu'on a moins vu dans ces playoffs. On a du Yurtseven. Faut pas oublier que ce joueur-là avait, alors c'était en saison régulière, c'était dans un contexte un petit peu différent, évidemment, avec beaucoup d'absents du côté du 8, mais il avait su montrer, il avait su sortir un petit peu ses cartes et montrer des choses intéressantes. Quid aussi de Kyle Lowry, qui n'a pas, qui est absent, là, qui est blessé, qui n'a pas joué, ou voire oui, c'est ça, il n'a pas joué du tout de la série contre Philadelphie. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il sera là? Quel impact? Donc, ça va être intéressant à suivre. Donc, il y a du Max Truss également. J'étais en train de regarder un petit peu mes notes. Max Truss qui nous a sorti 2 gros matchs pour conclure la série contre Philadelphie dans le match 5 et dans le match 6. Il a 19 et 20 points, lui qui tourne avec des statistiques beaucoup plus basses. Mais l'équipe de Spoelstra il peut compter sur 8, 9, allez, 10 joueurs. On va essayer d'élargir, mais il a vraiment un banc assez pléthorique. Il a une équipe. Il tourne pas juste avec voilà, un 5 de départ majeur, un ou deux joueurs qui vont sortir du banc et qui peuvent apporter quelque chose. Il y a une vraie polyvalence. Quid de Duncan Robinson? On n'en a pas parlé également. Ça avait été débat là, dans les 2 matchs où Miami avait pas mal déjoué contre Philadelphie. On s'était posé des questions. Est-ce que Duncan Robinson va jouer? Est-ce qu'il y a un problème particulier? Est-ce que c'est simplement un choix de coaching comme on peut en voir? Alors, il a un petit peu rejoué en fin de série, mais pas à la hauteur de ce qu'il a pu proposer en saison régulière. On a un Tyler Hero également, meilleur 6e homme, qui sort du banc et qui nous a proposé des playoffs vraiment qualitatifs. Donc voilà, là je vous ai donné pas mal de noms, je pense qu'on est bien à 10-12 noms, donc il y a de quoi faire pour Miami, mais il y a du coup de quoi faire aussi pour Boston derrière, et va falloir défendre sur tous ces joueurs-là. Comme je vous l'ai dit, ils n'auront évidemment pas le même impact, pas le même temps de jeu, mais voilà, on a une équipe de Miami qui propose toujours des choses. S'il y a un joueur qui ne marque pas ou s'il y a un joueur un peu en dedans, et hop, ça va switcher avec un autre joueur qui va pouvoir prendre les devants et prendre la place. Donc une vraie profondeur intéressante à suivre du côté du 8. Et j'ai hâte de voir les ajustements de Spoelstra et évidemment d'Ime Udoka en face par rapport à cette armada de Miami qui, pour moi en tout cas, dans les 4 équipes restantes, c'est l'équipe qui a la plus grande profondeur d'effectifs, je trouve, et une sorte d'homogénéité dans le talent. Alors évidemment, on a des joueurs qui sont level plus, Jimmy Butler par exemple en tête de liste, mais voilà, dans la globalité de l'effectif, je trouve que c'est peut-être l'équipe qui propose, qui a le meilleur, qui a un effectif le plus complet, le plus global. Donc ça, c'est le point qui va m'intéresser en particulier dans cette série. PH, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou aborder un autre point sur la série là? Non, mais je vais confirmer tes dires. Je pense que ouais, Miami a peut-être plus d'options de manière globale que Boston. C'est vrai que Boston, sur ses playoffs, a joué avec une rotation réduite, à part quand les matchs étaient acquis depuis un moment où ils faisaient tourner. Mais on avait souvent 3 remplaçants qui étaient Grant Williams, Peyton Pritchard et selon les matchs, Daniel Tice, Robert Williams ou Derrick White, oui, pardon, Derrick White qui jouait pas mal aussi, notre ami Derrick White. Et non, ouais, je pense qu'ils ont plus d'options. Du coup, ça en fait une équipe plus homogène. Je pense que les Warriors, tu disais, c'est peut-être l'équipe qui a le plus d'options. Ils sont clairement dans les discussions.
Mais je pense que les Warriors peuvent aussi entrer dans cette discussion. Mais oui, en fait, la différence entre Miami et Boston, selon moi, c'est que Boston, t'es plus dépendant du rendement de tes stars, alors que Miami, il y a beaucoup plus de joueurs qui peuvent sortir de leur boîte. Ce qui fait que si Jimmy Butler est un peu moins dedans, ou Bam Adebayo, voire les deux, si tu as un Kyle Lowry qui prend la suite, si tu as un Tyler Hero en sortie de banc qui prend la suite avec une aide d'Oladipo, ou que Tucker se met à prendre feu, je pense que ouais, tu as plus d'options côté Miami. Et ça, c'est un aspect non négligeable de cette série parce qu'on sait que c'est deux bonnes attaques, on sait que c'est deux très grosses défenses. Mais à un moment donné, la profondeur d'effectif, ça joue aussi. Et je pense que tu auras forcément un ou plusieurs matchs où les stars d'un côté ou de l'autre seront moins dedans. Et il faudra que les joueurs du banc step up. Et peut-être que Miami, à ce jeu-là, a sur le papier plus d'armes pour y répondre. Alors après, la réalité du terrain sera sûrement pas la même. Mais oui, je te rejoins là-dessus. Je pense que Miami peut plus lâcher de l'Est par rapport à Boston sur cette profondeur d'effectif. En effet. Bon. Après, attention quand même, je rebondis vite fait sur ce que tu disais. Alors, je suis d'accord avec toi que sur la profondeur, évidemment, c'est ce qu'on abordait, mais sur le côté, voilà, si Butler ou Adebayo sont un peu en dedans, les autres peuvent step up. Alors, évidemment, oui, bien sûr, sur le principe, mais on a vu contre Philadelphie quand même, hein, les deux. Alors, je reviens beaucoup dessus, mais sur les deux défaites contre les Sixers, on avait un Jimmy Butler qui était quand même là, qui a fait ses stats, mais autour, il n'y avait pas grand-chose. Leur adresse était catastrophique à 3 points. Au match 3 contre Philadelphie, ils avaient fait 7 sur 30, 23%. Ils ont réussi à faire pire au match 4 avec un 7 sur 35, donc 20%. Attention, attention à Miami à ne pas reproduire ce genre d'erreur parce que contre une équipe de Boston qui a montré, qui a au premier tour battu une des équipes que l'on annonçait en tout cas au début de saison favori pour le titre. Après, il y a eu plein de choses, mais ils ont quand même, voilà, ils les ont pas battus, ils les ont sweepés. Le deuxième tour, tu en as parlé tout à l'heure, c'était un tour incroyable contre le champion en titre. Donc, je pense que ça pardonnera pas. Donc, attention à Miami, il va vraiment falloir que quand les joueurs stars seront un peu moins là-dedans, un peu moins en dedans plutôt, que les autres montent de régime. Et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, ça va être un match certainement avec un match de barbelé, avec des très grosses défenses, des ajustements dans tous les sens. Donc évidemment, les stars vont pas nous planter 35, 40 points à tous les matchs. Donc il va falloir que tous les role players autour, que tous ceux qui accompagnent les joueurs majeurs soient là pour faire la différence dans un match, dans deux matchs, voire dans plus. Ça, on verra bien. Euh, Moi, il y avait un dernier point qui m'intéressait, c'était du côté de Boston. On le disait tout à l'heure, donc c'est la quatrième finale de conférence pour eux sur les 6 dernières années. Donc il y a une continuité qui est intéressante du côté de Boston. C'était entouré de Brad Stevens, qui maintenant n'est plus coach, mais qui est maintenant dans les bureaux. Mais je trouve, alors je sais pas, j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus, alors oui, donc il y a cette continuité, quatrième fois en 6 ans, mais il y avait une confrontation, on se rappelle en 2020, c'était dans la bulle, hein, en Boston-Miami, alors c'était le contexte de la bulle Orlando, donc c'est particulier, mais Miami avait gagné 4-2 pour l'info. Mais je trouve que là, cette année, il y a quelque chose de différent, il y a un petit supplément, alors je sais pas, est-ce que c'est un supplément d'âme, de l'abnégation, du hustle défensif. Je trouve alors, est-ce que c'est Ime Udoka qui l'a apporté, ou ses idées, ou le fait de faire revenir à Ford, Daniel Theis dans l'effectif, je sais pas, mais je trouve qu'il y a un petit truc différent, il y a une âme supplémentaire dans cette équipe de Boston qui peut faire la différence comparée aux années précédentes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ouais, un truc en plus et je l'avais évoqué il y a quelques semaines dans un live, il me semble. Mais mon opinion n'a pas changé, donc je vais rester sur ça. Je pense vraiment que le fait que Tatum ait vraiment pris le lead de la franchise et que ce soit l'option 1 incontestée, ça a beaucoup plus servi Boston qui a enfin pu définir des rôles à tout le monde. Parce qu'avant, tu avais Kyrie Irving, tu avais Kemba Walker, il y avait toujours ce gros meneur, entre guillemets, qui joue à côté. Là, maintenant, les rôles sont définis. Tu as Brown en option 1, Tatum en option 1, Brown en option 2. Tu as Smart, Horford, etc., qui jouent pas les role players, mais les lieutenants de luxe.
Donc je pense que les rôles sont bien mieux définis. Et oui, je pense aussi que l'arrivée d'Ime Udoka n'est pas étrangère et que ça s'est peut-être un peu essoufflé à un moment avec Brad Stevens. On se disait, bon, le plafond du duo Brand-Tatum, ça ira pas plus loin que des demi de conf. Ça fait une finale de conf, ok, mais bon, voilà. Là, tu as relancé une dynamique. Je crois que c'est la première saison où il n'y a pas, où il y a ni Walker ni Irving, donc tu peux. Tatum, il a pu prendre le lead sur ça, donc je pense que c'est ça le truc. C'est qu'enfin, ça a été défini. Tatum, qui était un peu réduit à un moindre impact du fait des gros meneurs qu'il y avait à côté de lui, il devait plus partager. Là, il partage bien avec Brown, mais Brown sait s'effacer quand il faut. Donc voilà, maintenant qu'il est option 1, je pense que c'est ça qui fait que ça tourne mieux. Donc je pense que ouais, la raison, c'est celle-ci. C'est que il y a un truc en plus cette année parce que les rôles sont mieux définis et que la nouvelle dynamique influée par Emi Udoka fait son effet. Ouais, complètement. Donc à voir ce que ça va donner là, évidemment, dans ces premiers matchs. Alors, attention, il y a peut-être aussi l'impact de la fatigue, de tout cet influx nerveux et physique que Boston a eu à donner dans cette série contre Milwaukee, hein. Si vous avez vu les matchs, j'imagine que si vous nous écoutez, vous avez vu en tout cas des bons morceaux de match, voire des matchs entiers où on voyait vraiment c'était vraiment un combat acharné chaque match contre cette équipe des Bucks. Donc, dans quel état physique vont arriver Boston? Alors, je pense qu'ils vont être évidemment là sur la globalité de la série, mais en tout cas sur les deux premiers matchs qui auront lieu à Miami, il va falloir voir. Va falloir voir. On dit souvent qu'une équipe qui remporte un match 7 a souvent du mal à enchaîner derrière avec un match 1 contre une équipe là qui en plus est un petit peu plus reposée. Donc à voir sur le début de série, mais en tout cas, ça nous promet une finale de conférence à l'Est vraiment, vraiment pertinente. Est-ce que tu es chaud pour le pronostic? J'avais un ou Ah, deux trucs à dire, vas-y. mais je vais essayer de pas prendre trop de temps. Je pense que ouais, la fatigue, pour rebondir sur ce que tu dis, ça paie cash à un moment donné. J'ai souvenir d'il y a 3 ans, Portland, qui avait été en finale de conf face aux Warriors l'année en 2019 quand ils perdent contre les Raptors. Pareil, qui avait fait un parcours assez enthousiasmant. Ils avaient sorti C'était Denver pas le en shoot, 7 matchs. c'était le mauvais shoot Comment? de Damien Lillard, le bad shot. Ouais, c'est possible, ouais. Contre Paul Contre Paul George, tu George. parles? Ouais, c'est ça, Ouais, quand il voilà, shoot. c'est ça, exactement. Ouais, ça doit être celui-là. Donc, ils battent OKC assez tranquillement. Et après, ils font une série interminable contre Denver qui va au match 7 avec un match avec 3 ou 4 prolongations. Et ils étaient arrivés complètement cramés. Ils s'étaient fait démonter par Golden State alors qu'on pensait vraiment qu'il y aurait une série serrée. Donc, ça m'embêterait que ça soit le cas ici. Je pense pas, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc, ouais, la fatigue, à un moment donné, ça va jouer. Boston pourra pas. Enfin, là, le premier tour a été expédié assez vite. Mais vu la série qui vient d'avoir contre les Bucks, ils pourront pas faire ça jusqu'au bout. Et à un moment donné, ça paiera. Donc, Miami aura l'avantage sur ça parce qu'ils ont un parcours moins détonnant, comme on l'a dit, plus tranquille. Mhm. Donc, oui, je pense que la fatigue, comme tu l'as dit, ça va jouer à un moment donné. Et pas en faveur de Boston, à mon avis. Et il y avait un dernier truc aussi que je voulais rajouter avant le prono, c'est que on parlait justement de Miami qui avait lâché les matchs à Philly, où il y avait Butler qui était un peu seul. Je pense que Boston, c'est une bien meilleure match-up pour Miami. Les profils physiques se ressemblent beaucoup plus, la construction de l'équipe aussi. Et on se rappelle, il y a 2 ans dans la bulle, certes, c'était un autre contexte, mais la défense de zone qu'avait proposé Miami avait embêté Boston, qui n'avait jamais réussi à trouver la solution. Alors là, c'est pareil, c'est pas la même chose, mais c'est pas dit qu'ils la remettent pas, surtout qu'ils l'ont utilisé pendant les playoffs. Et c'est pas parce que Boston est mieux qu'ils vont forcément réussir à s'en sortir. Donc attention à la défense de zone de Miami qui peut être mise en place par le Spoelstra et qui peut bien embêter Boston. Donc ça va être intéressant. Mais voilà, je pense que physiquement, c'est des match-ups qui sont plus similaires. Donc Miami gérera mieux cet affrontement que celui contre Philly, je pense, parce que les équipes se ressemblent beaucoup plus. Et ça, je pense que c'est un avantage pour eux si la fatigue, du coup, dont on parle, se met en place à un moment donné.
Ouais. Donc, bon, et on avance de toute façon, hein. On sait qu'une saison déjà régulière en NBA, c'est très long, ça use les physiques. Le filtre des playoffs ne pardonne pas non plus. Donc là, on avance, on est encore, on s'approche du but. Donc c'est vrai qu'il va encore falloir trouver des ressources pour ces jours-là, mais on ne doute pas que l'enjeu les boostera comme il faut. Nous, ce qui va nous booster pour terminer cette preview, évidemment, c'est notre pronostic sur cette série entre Miami et Boston. Est-ce que tu prends la main ou tu me la laisses, PH? Allez, je te la laisse, hein. Comme ça me laissera un dernier temps de réflexion. C'est ça, pour ajuster le tir, tu vois. Et ben, on est parti, du coup, le petit pronostic. On l'a dit, série qui devrait être serrée, évidemment. Là, on voit pas d'équipe prendre des tôles comme lors des premiers tours, voire des seconds tours parfois. Mais là, on a quatre équipes, si on parle des deux conférences, et en particulier dans ce qu'on est en train de parler depuis un peu plus de 20 minutes. Deux équipes très intéressantes, deux équipes égales sur pas mal de points. Donc, pronostic assez compliqué à mettre en place, mais comme il faut se mouiller, moi je vais partir sur une victoire de Miami. Une qualification du 8 pour les finales. Retour en finale pour le 8 après la bulle en 2020 à Orlando. Le score, alors, je partirais peut-être quand même sur un 4-2. Alors ça, c'est un peu le pronostic neutre, je trouve. Quand on ne sait pas trop, on va mettre 4-2. Comme ça, chaque équipe, l'équipe perdante a quand même gagné quelques rencontres. Je ne vois pas non plus une série aller. Je ne vois pas un drama, déjà un 4-0 évidemment, ou un 4-3 dans un côté. Ça se bataille dans tous les sens. Comme il y en a pu avoir sur le Boston-Milwaukee, où jamais une équipe n'a gagné deux matchs de suite. Il y a toujours eu une victoire pour une équipe, une victoire pour l'autre, une victoire pour une équipe, et ainsi de suite. L'adversité sera plus compliquée pour Miami, évidemment, par rapport aux deux tours précédents. Mais je les vois quand même passer pour cette profondeur d'effectif, pour le coaching d'Eric Spoelstra. Alors, Ime Udoka fait de l'excellent travail, évidemment, et nous bluffe. Mais Eric Spoelstra, quand même, c'est un des talents bruts de la NBA. Ça va faire 15 ans, là, peut-être même un peu plus, qu'il est dans le staff de Miami. Il a déjà tout gagné avec le 8. Il a connu des années plus compliquées aussi. Il a su reconstruire autour de lui. Il sait motiver ses joueurs. Pour ça, moi, je pars pour une victoire du 8. Victoire du 8, 4-2. Voilà, moi, c'est fait. On grave ça dans le marbre et on se revoit dans 15 jours pour en débattre. Allez, à toi, PH, à ton tour, ton pronostic sur la série. Eh ben, il y en a un de nous deux qui aura raison, parce que je vais pronostiquer Boston. Ça a été Ah, indécis jusqu'au bout. Moi, il y a un scénario qui me fait peur, c'est que Boston arrive cramé et qu'ils prennent pas une déroute, mais que le 4-1 pour Miami, je ne sais pas pourquoi, il me vient en tête et j'ai pas envie que ça soit le cas. mhm. Mais voilà, si on prend toutes les forces en présence, je préférais voir Boston passer et je pense qu'ils peuvent passer parce que, comme on l'a dit, il y a un truc en plus cette saison qui a pas eu les années d'avant. On sait que les fenêtres de tir sont parfois extrêmement réduites pour les équipes. Ça sera peut-être l'année ou pas pour Boston. On ne peut pas l'anticiper, mais on l'a vu avec Miami il y a 2 ans dans la bulle. Là, ils ont l'occasion de revenir, mais ça aurait pu être leur seule chance. Donc, je vois Boston passer. Je pense pas qu'il y aura de game set. Donc, je vais balancer un pronostic neutre également. Je vais dire 4-2 Boston. Mais j'ai peur que Miami arrive fort et que Boston soit trop fatigué et qu'il lâche. Mais je vais dire Boston 4-2. Et pour Allez, rebondir vite fait sur ce que tu disais sur Spoelstra, et il faut presser pour ceux qui ne le savent peut-être pas qu'à la base, il a gravi les échelons, il était assistant vidéo pour le Heat il y a une ouais, vingtaine d'années, et il a fini head coach, et oui, ça va faire une quinzaine d'années qu'il est là-bas, et son expérience et son expertise ne sont plus approuvées. Il a coaché, il a déjà 2 bagues. Alors certes, il avait une équipe de fous, mais il a quand même 2 bagues, plusieurs finales déjà à son actif. Donc, très important avec Spoelstra qui aura sa statue à Miami dans le vestiaire, on ne sait jamais. Mais voilà. Bon, en tout cas, voilà. Donc, on part en tout cas sur le fait qu'il n'y aurait pas de match 7 pour nous. Et Ouais. après, voilà, on n'est pas d'accord sur le vainqueur, mais bon, dans tous les cas, ce sera normalement un beau finaliste NBA, évidemment. Et ben, c'est comme ça, c'est ainsi là, que se termine cette preview de cette série qu'on espère passionnante entre Boston et Miami. Qui démarre dans le milieu de semaine. N'oubliez pas, les équipes de The Free Agent sont mobilisées pour vous préparer au mieux à ces finales de conférence, évidemment, avec l'autre série
entre les Warriors et les Mavericks que vous allez retrouver très rapidement au podcast, ou alors que vous avez peut-être déjà écouté si vous nous écoutez en second. Et pour ceux qui veulent en savoir encore plus, vous avez un article écrit rédigé par un autre membre de l'équipe sur évidemment chacune de ces confrontations pour que vous ayez les meilleures infos et que vous soyez prêts pour ces finales de conférence avant dernière ligne droite avant les NBA Finals qu'on attend impatiemment. En tout cas, PH, merci pour cette demi-heure passée ensemble. Merci à toi, Chris. Ça a été un plaisir une fois de plus. Je pense qu'on est un tandem qui marche et on ne change pas une équipe qui gagne. Les pronos, ça par contre, on est un peu moins bon sur ça, surtout moi, donc on verra. Mais en tout cas, rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi, 2h30 du matin, pour le match 1 entre ces deux formations absolument magnifiques. Donc voilà, rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30 pour le match 1 et la première explication entre ces deux équipes. Et voilà. Et merci à toi, du coup, ça a été un plaisir et j'espère que tout le monde a apprécié la prévue. Ouais, merci à toi. Voilà, le programme, vous l'avez, vous avez toutes les infos et on se retrouve très vite évidemment sur le site de The Free Agent, sur les réseaux sociaux pour les lives, que ce soit Overview, que ce soit Step Back ou les lives. Voilà, on sera là évidemment pour vous accompagner sur cette fin de saison NBA. Bonne journée à vous, bonne soirée, profitez bien et on se retrouve très vite sur The Free Agent. Bye bye. Ciao.